la Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre de la 4e édition du cycle des débats au cœur de la science, des astrophysiciens vous invitent à tourner les yeux et les télescopes vers les exoplanètes. Existe-t-il une deuxième Terre ? Bonsoir à toutes et tous. Bienvenue dans ce petit auditorium, oui, de la BNF. Merci à vous, tous et toutes qui êtes venus nombreux. Merci aussi à tous ceux et toutes celles qui nous suivent sur la chaîne YouTube de la BNF, en direct ou en différé, pour ce dernier débat. Oui, c'est le dernier au cœur de la science, dernier débat de la saison et de ce cycle que nous avons consacré à l'exploration. Donc après les grands fonds marins, après les pôles, après la planète Mars, séance assez mémorable le mois dernier, nous vous entraînons aujourd'hui au-delà de notre système solaire, sur les traces des exoplanètes vers l'infini et au-delà, carrément. On a décidément peur de rien, et surtout pas d'explorer grâce aux télescopes géants sur Terre, mais aussi grâce aux télescopes spatiaux d'autres mondes que le nôtre, d'autres planètes, qui tournent autour d'autres étoiles que notre Soleil. C'est en 1995 seulement que deux astrophysiciens suisses, Didier Queloz et Michel Mayor, ont découvert la toute première exoplanète, une découverte inattendue, inespérée, qui leur a valu le prix Nobel en 2019. Aujourd'hui, plus de 5000 exoplanètes ont été détectées, toutes plus diverses les unes que les autres. Certaines dans ce qu'on appelle la zone habitable, on va y venir. Pourraient-elles recéler de l'eau liquide, indispensable à l'apparition de la vie telle que nous la connaissons sur Terre? Que nous apprend ce bestiaire d'exoplanètes? Y en a-t-il qui ressemblent à la Terre, et comment les étudier, les explorer depuis la Terre comme depuis l'espace? Autant de questions vertigineuses que nous allons aborder avec nos intervenants, toutes et tous impliqués dans cette recherche assez sidérale et sidérante. Bonsoir David Elbaz. Bonsoir Caroline Lachowski. Vous êtes astrophysicien, David, directeur scientifique du département d'astrophysique au commissariat à l'énergie atomique et aux énergies renouvelables, le CEA à Saclay, spécialiste internationalement reconnu de l'étude de l'origine des étoiles, des galaxies, des trous noirs. Vous êtes aussi un formidable conteur et auteur. On peut citer votre dernier ouvrage aux éditions Odile Jacob, Les 10 000 et une nuits de l'univers, la danse du cosmos. Une danse du cosmos dans laquelle vous nous entraînez et que vous étudiez finalement de plus en plus loin dans le temps et dans l'espace, notamment à la lumière du fameux James Webb Télescope. Et au cœur de cette mission du James Webb Télescope, il y a évidemment l'exploration des exoplanètes. Oui, bien sûr. Et c'est une surprise d'ailleurs, parce que le concept de ce télescope, le James Webb, a été émis dans les années 80. On savait, avant même le lancement de son prédécesseur Hubble, qu'il y avait une question à laquelle Hubble ne pourrait pas répondre, qui concernait la naissance des premières étoiles, des premières galaxies. Et puis, les Français en particulier ont poussé pour mettre un instrument qui serait capable de voir dans l'infrarouge moyen, avec des capacités qui se sont révélées être fondamentales pour explorer les autres mondes, les autres planètes. Mais là, on était bien avant même la détection d'une exoplanète. Et maintenant, on rentre dans complètement une nouvelle ère, c'est qu'on caractérise les atmosphères d'exoplanètes. Donc, c'est vraiment une révolution. Une vraie révolution. Alors, pour explorer ces exoplanètes, pour faire cette révolution astronomique, il faut d'abord les détecter. Et ça, c'est votre mission, Faustine Cantalou. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce qu'on cherche? Comment est-ce qu'on détecte? On va y revenir, mais comment est-ce qu'on détecte des exoplanètes? Parce que c'est pas vraiment directement. Il y a les deux en fait. Donc il y a deux grandes familles de détection. Il y a les détections dites indirectes, c'est-à-dire qu'on regarde l'effet de la planète sur les objets qui l'entourent, en l'occurrence l'étoile. Mais il y a aussi ce qu'on appelle l'imagerie, donc une détection directe où on prend une photo de cette planète. Et ça, c'est ce qu'on fait avec Elsa. Elsa Huby, bonsoir. Bonsoir Elsa. Bonsoir. C'est grâce aux instruments que vous concevez. Alors, j'ai pas dit pour Faustine, vous êtes astrophysicienne à l'IPAG. C'est l'Institut de planétologie et d'astrophysique de Grenoble. Tandis que vous, Elsa, vous êtes astronome au laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation, le LESIA, de l'Observatoire de Paris. Et vous êtes spécialiste de la recherche en instrumentation pour l'imagerie directe d'exoplanètes. C'est cela. Vous participez notamment à la préparation des instruments qui équiperont les futurs très grands télescopes en construction. Et évidemment, vous concevez des instruments pour pouvoir observer les exoplanètes. Oui, parce que donc en imagerie directe en particulier, puisqu'il y a donc les autres techniques également qui existent, qui est une application qui est très exigeante
en termes de performance. Donc, parce que détecter une planète qui est très proche de son étoile, c'est très difficile pour 2 raisons principales. La planète est très faible, a une très, très faible luminosité, et elle est très proche de l'étoile. Et donc pour ça, on a besoin de développer des instruments vraiment dédiés à l'observation des exoplanètes. Et donc ça demande des performances vraiment particulières. Voilà. Et des performances dans lesquelles la France, on peut le dire, Cocorico est quand même très bonne, parce que ceux qui font et celles qui font les instruments comme vous sont nombreux, et vous travaillez aussi bien pour la NASA que pour l'ESA, l'Agence spatiale européenne. Oui, alors il y a de l'instrumentation qui se fait pour les grands observatoires au sol, donc comme l'ELT, donc le futur grand télescope qui sera sur le ciel d'ici la fin 2030, et puis des observatoires spatiaux. Donc là, plutôt avec la NASA et avec l'ESA. Mais c'est vrai que la France a des grands pôles importants qui jouent un rôle important. Et des instruments, surtout. Voilà, dans le développement de ces instruments qui font appel à plusieurs pays. C'est toujours des consortiums. Bien sûr. Quand on arrive sur des instruments qui sont aussi gros, c'est des consortiums internationaux. Alors avant de découvrir ces instruments, ces télescopes et ces exoplanètes, de découvrir aussi pourquoi, comment et jusqu'où on peut explorer les exoplanètes, on va commencer, c'est la tradition, dans ces débats par un document issu des trésors de la BNF, consultable sur la bibliothèque Gallica, qui s'intitule, un peu comme notre table ronde, Vers l'infini. Mais alors, c'est pas tout à fait la même chose. C'est extrait de la revue pour enfants Les Belles Images, qui est paru le 20 décembre 1906. Il s'agit, vous le voyez, d'une sorte de bande dessinée écrite et illustrée par un pionnier de la science-fiction. Il était militaire, dessinateur, topographe, Victor Mousselet, alias Géry. Et voilà cette bande dessinée sur la pluralité des mondes. Alors, sur la première qui est publié en feuilleton, ça va être du 20 décembre 1906 au 28 février 1907. Je propose la première planche, j'espère que vous la voyez, c'est le grand astronome Théodolitus. C'est pas David Elbaz, mais c'est Théodolitus, qui est convaincu de la pluralité des mondes. Alors ensuite, on continue, il est quand même gêné dans ses observations par les brouillards qui enveloppent Paris. Là, vous voyez, il observe et il a alors l'idée de construire un dirigeable qui lui permettra de faire ses observations au-dessus des nuages. Le dirigeable va s'élever dans le ciel par un temps radieux. Et juste pour l'anecdote, je vous donne la fin du feuilleton qui s'est terminé le 28 février 1907. Après de nombreuses péripéties, ce savant Théodolitus va se marier et renoncer à son désir d'exploration spatiale. Dernière phrase de l'aventure, le réel bonheur lui fit oublier son rêve céleste. Ne vaut-il pas mieux trouver sur Terre cette chose rare qu'est le bonheur que de découvrir au ciel une étoile de plus? Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais découvrir une planète de plus, pardon? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Qu'est-ce qui veut réagir là-dessus, à la fois sur la pluralité des mondes, sur ce dirigeable qui essaye d'aller repérer l'espace, qui ça vous inspire? Faustine, allez-y. Bon, ok, ouais. Alors déjà, oui, c'est vrai qu'on peut l'observer aujourd'hui. Vous connaissez sûrement l'Observatoire de Paris, qui est aujourd'hui au centre de Paris, mais qui à l'époque était loin, à côté justement du Jardin du Luxembourg, qui était la résidence d'été de la reine, qui était au Louvre, enfin, et du roi. Et après, on est parti à Meudon, où travaille Elsa aujourd'hui. Donc, c'est un peu plus loin. Aujourd'hui, Meudon, pour observer, c'est pas top. Il y a beaucoup de pollution lumineuse. Ouais. On est parti encore plus loin, à l'Observatoire du Pic du Midi, par exemple, pour ceux qui connaissent, donc en hauteur, dans les Pyrénées, près de Bagnères de Bigorre. Et ensuite, on est parti encore plus loin, par exemple, l'île d'Hawaï. Donc aujourd'hui, les 2 grands sites, il y en a plusieurs, mais les 2 principaux, disons, pour observer du sol, de faire de l'astronomie, c'est sur les îles d'Hawaï, Big Island en l'occurrence, dans le Pacifique, et au Chili, parce que les 2 endroits sont des endroits très très secs, et à Hawaï c'est très très haut, donc là on peut être vraiment au-dessus de là où il y a de l'humidité. L'humidité, c'est un problème pour les astronomes. Donc on veut du sec, pas de nuages, pas de pollution lumineuse. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, peut-être sur le ballon, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la mission Sophia, qui malheureusement s'est arrêtée il y a 1 ou 2 ans. L'idée, c'était exactement ça. Ils ont mis un télescope dans un avion. Et du coup, cet avion, il volait assez haut. Je ne sais pas si David t'a travaillé dessus, mais si tu veux en dire plus dessus. Non, oui. Mais c'est super original parce que c'est vraiment quelque chose qui a existé. Et... Mais il y a même des ballons, je crois qu'ils font. Oui, il y a aussi des ballons stratosphériques au-dessus de l'Antarctique. Beaucoup, Oui, exactement, ouais, complètement. Donc finalement, ce savant n'était pas aussi azimuté que ça, et il pensait déjà à la pluralité des mondes, David Elbaz. Oui, mais d'ailleurs, cette idée que
ça finit pas avec une description des autres mondes, mais avec le fait qu'il part avec quelqu'un, c'est une échappatoire qui peut-être illustre le fait que malgré l'imagination que pouvaient avoir ces gens-là, ils n'étaient pas capables d'imaginer ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. C'est ça. Et même Jules Verne, quand il écrit de la Terre à la Lune, quand il imagine un voyage vers la Lune, comment se finit le livre ? Il dit, ils vont peut-être y arriver, peut-être pas, ils s'approchent de la Lune, fin du livre. Jules Verne a des plus grands génies qui expliquent les fonds marins, qui expliquent les sous-marins, des trucs incroyables. Quand il s'agit d'aller même sur la Lune, il a peur et il sait pas quoi dire. Et donc ces autres mondes-là, c'est vraiment quelque chose de très 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 difficile à imaginer. Les scientifiques eux-mêmes, avant la détection de la première exoplanète, avaient une intuition, mais ils n'étaient pas sûrs. Maintenant, on dit qu'il y a des planètes partout autour de toutes les étoiles. Mais ça, c'est une révolution totale. Et justement, c'est cette révolution totale, donc depuis 95, au fond, détection de la première exoplanète. Quelle est la surprise majeure ? C'est quoi ? C'est la diversité, le nombre La surprise majeure, c'est, pour vous dire, c'est que lorsque Michel Mayor a fait son observation avec Didier Queloz, et qu'il en a parlé à ses collègues lui ont dit « Ne le publie pas, tu vas te ridiculiser ». Pourquoi ? Parce qu'il a vu, si je devais vous donner un exemple, vous prenez de l'eau, vous la mettez dans une casserole, vous la faites bouillir, et vous assistez à la naissance d'un glaçon. Eh bien, allez voir vos voisins et dites-leur, et vous allez voir comment vous allez être reçus. Une planète géante, c'est une accumulation de glaçons. On ne sait pas faire une planète géante sans accumuler des glaçons. Mais quand je dis glaçons, c'est pas une image, c'est des glaçons. Or, les glaçons, près de l'étoile où il fait des milliers de degrés, c'est pas possible. Donc, on ne peut pas avoir une planète géante près d'une étoile. Or, pour voir quelque chose avec les moyens qu'il avait, il fallait une planète géante près de l'étoile, c'est-à-dire un glaçon dans de l'eau bouillante. Donc, c'est pas possible. La seule façon, c'est vous mettez de l'eau dans votre frigidaire, dans votre congélateur, vous fabriquez un glaçon et vous le déposez dans l'eau bouillante. Et vous allez avoir un glaçon dans l'eau bouillante. Et au bout d'un moment, ça va s'évaporer. Mais donc, ça veut dire que vous l'avez pris d'ailleurs. Et donc, non seulement il a découvert une exoplanète, mais il a découvert un phénomène totalement nouveau, qui est que les planètes bougent, voyagent, elles migrent. Ça, c'était inattendu. C'est ce qui explique que l'équipe compétitrice américaine, qui avait des données qui permettraient de voir ça, l'ont pas vu, parce qu'ils l'ont pas cherché. Donc ça, c'était une véritable surprise. Mais bon, en 1440, un siècle avant Copernic, il y avait déjà Nicolas de Cuse qui imaginait qu'il y avait d'autres mondes. Il disait « La Terre n'est pas au centre du monde ». Il n'y a pas de centre du monde, et il y a autant de centres qu'il y a de points dans l'univers. L'univers est infini. Giordano Bruno ajoutera, il y a une infinité de soleils, une infinité de planètes. Donc c'était déjà en germe dans l'esprit des gens. Et c'est comme ça que ça se passe. Finalement, c'est d'abord en germe, mais ensuite on cherche, on trouve par hasard ce qu'on ne cherchait pas. Pour vous, Faustine, qui détectez aujourd'hui les exoplanètes, qui avez au fond commencé votre carrière après la détection de la première exoplanète, c'est quoi les plus grandes questions ou les plus grandes surprises ? Alors, au niveau vraiment théorique, les grandes questions qu'on se pose, la question de base, c'est on ne sait pas comment les planètes se forment. Oui, c'est aussi simple que ça, et on ne sait pas non plus comment elles évoluent, parce qu'elles évoluent chimiquement, mais aussi dynamiquement, hein, comme vient de l'expliquer David. Donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose qui nous intéresse, c'est étudier les atmosphères de ces exoplanètes en termes de structure, de composition chimique, et par exemple, ce qu'il y a de la poussière, des nuages dedans, et comment ça se comporte. Donc ça, c'est vraiment les deux grosses questions auxquelles on essaye de répondre, avec les différentes méthodes dont on a parlé tout à l'heure, à la fois l'imagerie qu'on fait avec ELSA, mais aussi les méthodes indirectes. D'ailleurs, maintenant, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on assemble toutes ces méthodes différentes pour avoir le plus d'informations possible qui se recoupent et être sûr qu'on ne dit pas des bêtises. Au niveau de la diversité, il y a peut-être un truc que je voulais dire. On parle souvent de la première découverte d'une exoplanète en 95 avec celle mentionnée juste avant. Mais en fait, en 1992, il y a une équipe qui a trouvé des exoplanètes autour de pulsars. Donc les pulsars, c'est des résidus d'étoiles après leur séquence principale. Donc une fois qu'elles se sont éclairées, elles n'avaient plus de carburant pour briller. Donc elles se sont effondrées sur elles-mêmes et ça fait une toute petite boule au milieu. Vraiment toute petite, la taille de Paris, et autour de laquelle ils avaient trouvé des planètes. Donc c'est une étude de Volscan en 1992. Et c'était assez étonnant, et c'est pas rentré vraiment dans le truc, parce que justement, c'était pas une étoile sur sa séquence principale, donc telle qu'on la connaît comme le Soleil, une étoile qui brille. Voilà. Donc c'était un peu particulier. Et effectivement, le truc très important, c'est ce que disait très bien David, c'est que c'était hyper bizarre. Ça ressemblait pas du tout à ce que nous on voit dans le système solaire. On a d'abord les 4 petites planètes telluriques, Mercure, Vénus, la Terre, Mars. Ensuite, on a les 2 grosses gazeuses, Jupiter, Saturne. Et ensuite, on a les 2 glacées, Uranus, Neptune.
et plein de petits trucs, Pluton et consorts derrière. Donc c'était assez structuré, on avait cette idée très structurée, et comme des scientifiques, nous on aime bien mettre tout dans des petites cases, mettre des petites étiquettes, et on est content. Et là c'est complètement hors. Et là en fait c'est n'importe quoi. On se rend compte que y a en fait un peu de tout, et on essaie justement la troisième finalement grande question. Je vous ai dit d'abord les atmosphères, la formation et l'évolution, mais en fait la troisième c'est la démographie, c'est comprendre autour de tel type d'étoiles quel genre de planète on peut avoir. La démographie des étoiles et des planètes. Hein, des étoiles et des planètes, la démographie des systèmes planétaires en fait. Et donc en fait on essaye d'en observer plein pour comprendre un peu ce qui se passe, quels sont les... Par exemple on a découvert des super terres, donc des grosses planètes telluriques qui pourraient ressembler à la Terre. On a découvert des Neptunis, là, des petits Neptunes, des mini-Neptunes, voilà. Enfin, je sais pas si t'as d'autres exemples en tête, mais bon. Elsa, justement, pour mesurer l'atmosphère, pour essayer de comprendre un peu comment naissent ces systèmes solaires, ces planètes, ces étoiles, vous, on l'a dit, vous fabriquez des instruments, on vous voit même, alors j'aimerais bien, non, c'est avant, voilà, on vous voit ici, alors la photo est un peu floue, elle date un petit peu, mais en train de travailler sur ces énormes instruments. Sur quoi vous travaillez là, Elsa, dites-nous? Alors celui-là, il n'est pas énorme en fait. Ah oui, d'accord. C'est rien. Si, il est quand même de taille respectable. Là, c'est un télescope de 3 mètres de diamètre. Donc en fait, vous voyez le cercle, la monture jaune là derrière. Oui, ça. Il y a le miroir primaire. Donc c'est vraiment le paramètre important du télescope. Donc c'est un télescope qui se trouve en Californie, à l'observatoire qui s'appelle LIC. Et donc c'était mon travail, mon projet de thèse. Donc j'ai installé là un petit instrument. Alors ça c'est vraiment donc là ça montre un petit projet de R&D. Ça ressemble pas du tout à ce qu'on va faire par exemple pour le LT. Hein. Là c'est pour le very large télescope, l'extrêmement large. Télescope. Ça n'a rien à voir en termes de développement. Là c'est plutôt un petit projet de R&D. On est arrivé avec notre instrument, on l'a installé sur le télescope et voilà on a fait nos petits tests comme ça. Mais donc, Et aujourd'hui, vous travaillez sur quel instrument pour cet extremely large télescope qui va être installé Chili. Ouais, à côté de l'observatoire. Exactement, à côté de l'observatoire du VLT, donc du Very Large Telescope. Maintenant, on en est extremely large télescope. Voilà, c'est encore plus monstrueux. C'est vrai qu'il est vraiment monstrueux quand on regarde un petit peu les images. Et il est même en construction. Là, il est construit le dôme à plus de 50%, je crois. On peut le voir en direct, il y a des webcams sur le site de l'ESO. Ça va être vraiment un monstre. Hein. Et sur quel instrument vous travaillez vous? Alors, je travaille toujours sur celui-là d'ailleurs, qui a déménagé, qui est sur un télescope à Hawaï. Et donc, je travaille aussi sur un instrument pour l'ELT. Donc, donc le télescope arrive. Le télescope, c'est un jeu de miroirs. Alors, jusqu'à présent, il y en avait principalement 2. Donc, il y a un primaire et un secondaire. Le LT sera constitué de 5 miroirs. Donc ça, c'est déjà une nouveauté. Il inclura, ça permet d'inclure des miroirs adaptatifs. Donc voilà. Et donc derrière un télescope, il faut nécessairement un instrument. Et les instruments sont développés suivant ce qu'on veut en faire, donc quelles observations scientifiques on veut en faire. Si on veut faire de l'analyse d'atmosphère, donc on va vouloir faire de la spectroscopie, donc ça demande un équipement particulier. Et si on veut faire de l'imagerie directe, ça demande un développement particulier également. Donc on va développer par exemple ce qu'on appelle des coronographes. Donc c'est une technique qui permet d'éteindre la lumière de l'étoile pour pouvoir voir la planète qui est à côté. Et au fond, éteindre la lumière du soleil pour voir la Terre. Exactement. C'est ça. Et en fait, coronographe, ça vient justement de l'observation du soleil. Donc c'est une technique qui a été inventée dans les années 1930 par un astronome français, Bernard Liot, qui voulait observer la couronne solaire. Donc ça vient de là, coronographe de couronne solaire. Et il voulait pouvoir l'observer en dehors des éclipses solaires, qui était le seul moment où on pouvait faire l'observation de cette couronne solaire qui, comme dans le cas des exoplanètes, est vraiment ténue par rapport à la luminosité du Soleil qui est complètement aveuglante si on ne fait rien, si on fait simplement une image du Soleil. Et donc donc la technique a été ensuite transposée pour l'observation des exoplanètes et on vient éteindre la lumière de l'étoile par un procédé optique.
Et entre donc l'observation directe, l'observation indirecte, les télescopes terrestres, les télescopes spatiaux comme le James Webb, vous avez dit que vous combiniez toutes ces observations, mais est-ce que il faut être dans l'espace pour pouvoir aller étudier les exoplanètes hors de notre système solaire? Est-ce que depuis la Terre on peut aussi, enfin, quelle est la différence? Je sais pas si c'est vous, Elsa ou David ou Faustine qui veut répondre. Allez-y. Alors c'est très complémentaire en fait. Toutes les techniques sont complémentaires. Donc, quand on va faire des observations, des détections par des techniques dites indirectes, donc on va détecter l'effet de la planète sur l'étoile. Donc, il y en a deux principalement, transit, où on va voir la baisse de luminosité qui est due à la planète qui passe devant l'étoile, et puis les vitesses radiales. Donc là, on va pouvoir détecter le mouvement de l'étoile qui est induit par la présence d'une planète qui tourne autour. Ces deux techniques, par exemple, elles sont assez biaisées, elles vont être sensibles à certains types de planètes. Donc principalement des planètes qui sont plutôt grosses et relativement proches de leur étoile. Elles vont détecter que celles-là, que ces grosses planètes. Oui, parce que c'est la sensibilité, disons que oui, c'est la sensibilité de ces instruments-là. Voilà, elles vont pas pouvoir voir une petite planète qui est éloignée parce que le signal devient trop faible en fait. Voilà, c'est une toute petite planète qui passe devant une étoile, la baisse de luminosité sera trop faible pour pouvoir être détectée. Du coup, ça c'est très complémentaire par exemple de l'imagerie directe où on va être plus sensible aux planètes qui sont un peu plus loin de leur étoile, mais quand même relativement grosses. Il y a quand même ce biais qui reste parce que plus elle est grosse, plus elle va être lumineuse. Mais voilà, c'est complémentaire. Et là, l'enjeu des années à venir, c'est d'avoir, de croiser un peu cet espace de paramètres. Disons que les espaces de sensibilité de ces deux techniques, parce que quand on croise des détections par différentes techniques, on peut apporter des contraintes supplémentaires, des contraintes physiques supplémentaires sur et donc les planètes mieux comprendre ce baissière d'exoplanètes. Le James Webb télescope, il en est où par rapport à ça? Est-ce qu'il va détecter d'autres exoplanètes ou au contraire aller au plus près d'atmosphère de ces exoplanètes? Alors justement, ça c'est une des différences entre le sol et l'espace, c'est que l'atmosphère absorbe certaines longueurs d'onde, et donc on ne peut pas accéder aux longueurs d'onde, par exemple, qu'observe James Webb pour étudier les exoplanètes. Et à l'inverse, quand on veut avoir un énorme instrument qui va faire de la spectroscopie qui est très lourd, on ne peut pas l'envoyer dans l'espace. Bien sûr. Et donc, c'est là où il y a la combinaison sol et espace. Il y a une complémentarité. Alors, pourquoi on va vouloir regarder avec le James Webb, par exemple, des exoplanètes? D'abord, on se libère de l'atmosphère qui va rendre les images plus floues, et puis qui fait un écran opaque. Et pourquoi on veut regarder l'infrarouge moyen? Parce qu'il y a une floraison de molécules qui ne sont détectables que dans ce domaine de longueur d'onde. Autre raison, l'étoile, elle brille principalement dans le domaine visible. Elle brille moins dans le domaine de l'infrarouge moyen. Donc, vous êtes ébloui par une étoile et vous regardez dans un domaine où elle devient moins forte et où la planète, c'est son domaine de prédilection. La Terre est une puissante source de lumière qui rayonne à une longueur d'onde de 20 micromètres, qui est la longueur d'onde, une des longueurs d'onde de l'instrument MIRI qui est sur le James Webb. Et donc, si par exemple on regardait cette salle avec la caméra MIRI, on a fait l'exercice, on verrait tous vos cerveaux qui ressembleraient à des étoiles. Et d'ailleurs, c'est sympa d'y penser. C'est se dire, quand vous pensez, là, quand vous écoutez ce qu'on dit, et plus on dit des trucs compliqués, plus vous brillez. Donc nous, si on vous dit des choses comme ça, c'est pour vous faire briller. Et donc c'est ça, le James Webb, il a cette capacité de rendre la planète plus brillante et l'étoile moins brillante. Et alors avec ça, il peut non seulement voir la signature de molécules dans l'atmosphère de la planète parce que la lumière de l'étoile passe à travers, mais ce qu'il a réussi à faire aussi, c'est quand la planète est derrière l'étoile, qu'elle est éclairée par l'étoile, on voit l'émission des molécules qui vibrent dans l'atmosphère de la planète et qui fait de la lumière qu'on reconnaît et qu'on détecte. Donc aujourd'hui, le James Webb, pour répondre à la question, est-il un détecteur de planètes? Non, parce que son champ de vue, c'est une pointe d'aiguille à bout de bras, c'est tout petit.
Donc, il faut des instruments qui sont capables de regarder des grandes régions, qui vont cataloguer des étoiles, qui vont se dire, celle-ci, elle a trop de hockey pour être... elle fait hop, hop, comme ça, c'est pas normal, une étoile fait pas ça, donc il y a un truc qui passe devant, ou qui la fait bouger. Donc, on trouve des planètes, des milliers, puis après, on les explore avec le James Webb. Le problème, c'est que même pour lui, des planètes habitables, c'est-à-dire qui pourraient avoir de l'eau et des océans, rocheuses, comme le système TRAPPIST, on pourra en parler. Oui. Et la meilleure candidate dans ce sens, c'est la TRAPPIST 1E. Avec le James Webb, c'est 200 heures. Et aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a un appel à demande de temps de télescope, les comités ont refusé de donner ces 200 heures parce que c'était trop. Donc même pour le plus puissant télescope, même qui est à 1,5 million de kilomètres de la Terre, même qui a la meilleure longueur d'onde pour faire ça, et qui a le meilleur système, parce que le système TRAPPIST est exceptionnel, avec 7 planètes qui ressemblent à la Terre, enfin, même là, il va falloir attendre encore un peu, qui dépense 200 heures. Donc c'est très très dur. Il va falloir attendre un peu pour explorer. Donc, ce système TRAPPIST, on va parler de ce système TRAPPIST et de cette découverte donc d'un système d'exoplanètes, zone habitable, qui pourrait, avec tous les guillemets possibles, ressembler à la Terre. Parce que c'est un peu ça le Graal aujourd'hui, Faustine. D'aller étudier un système et trouver peut-être des planètes qui pourraient ressembler à la Terre ou qui pourraient abriter de l'eau. Ouais, enfin, ça c'est surtout un argument pour avoir de l'argent, hein, je vais pas vous le cacher. D'accord. Parce que ça marche bien, regardez, ça vous plaît, non? Les petites planètes avec de l'eau, non. Mais et en fait, vous voulez étudier ces systèmes. Dans les atmosphères, hein, comme les conditions chimiques, on cherche des biomarqueurs, mais en fait, aujourd'hui, il y a cette des biomarqueurs, c'est-à-dire des briques de ouais, c'est ça, en fait, c'est des molécules composées chimiques qui seraient responsables qui seraient témoins de la présence d'une forme de vie. Et donc, depuis quelques années, il y a la naissance d'un nouveau domaine qui s'appelle l'astrobiologie. Il y a 10 ans, 15 ans, on se moquait un peu d'eux, genre, ils cherchent la vie extraterrestre. Ce Stratus, là, enfin, le gars. Et en fait, aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de très, très sérieux. Il y a beaucoup de gens qui font ça, mais ça mélange, en fait, pas que de la. Il y a aussi beaucoup de sociologie, de philosophie dedans, parce que, allez-y, définissez la vie, quoi. C'est hyper compliqué, même sur Terre, on a vraiment du mal à comprendre un peu ce qui se passe. On voit que tout vit dans des écosystèmes, qu'il y a plein de paramètres. Donc c'est vrai que c'est un peu réduire la recherche des exoplanètes à la découverte de la vie. Oui et non, quoi. Non, voilà. Alors, c'est un ce qu'on cherche, c'est de l'eau, hein, pas la vie. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a de particulier, ce système TRAPPIST, qui a été découvert, observé il y a assez peu de temps? C'est ton... Oui, tu peux en parler si tu veux. Non, alors moi je travaille assez peu sur d'accord. ce système. Ok, je peux en dire deux mots. C'est TRAPPIST, pour ceux qui aiment la bière, ça vous dit quelque chose, les moines trappistes, et ça vient de là. C'était des Belges. C'est-à-dire que c'est une équipe belge, voilà, qui a fabriqué un télescope, et comme pour travailler ensemble, ils devaient picoler, ils ont appelé ça TRAPPIST, mais qui est, chaque lettre veut dire quelque chose, on ne rappelle pas par cœur. Et ils ont eu la chance, avec leur petit télescope, de découvrir 7 planètes rocheuses qui tournent autour d'une étoile et dont les caractéristiques sont telles que s'il y avait de l'eau à la surface, par exemple, de celle qui est pas la plus proche, le TRAPPIST, donc il y a un B, A c'est l'étoile, puis B c'est D, donc D ou E. S'il y avait de l'eau, elle ne s'évaporerait pas parce que la température est suffisamment basse pour qu'elle puisse rester à l'état liquide. Et puis, s'il y avait de l'eau, ou s'il y avait des molécules de ce type, on verrait une atmosphère. Et donc, on recherche une atmosphère autour d'une planète rocheuse dans des conditions qu'on appelle habitables, mais ça ne veut pas dire bien sûr, j'ai reçu, il y a un petit jeune de 13 ans qui faisait sa petite gazette pour son collège, et il me disait, pourquoi vous étudiez des planètes habitables alors qu'on ne pourra jamais y aller ? C'est pas du tout l'objectif. Et puis donc pas d'y aller, oui, ça on le redira. Et puis bien sûr on peut pas y aller, mais en plus le mot habitable veut pas dire qu'on cherche. On n'a pas les moyens de voir de la vie là, mais on cherche ce qu'on appelle habitable, c'est si il y avait de l'eau. Est-ce qu'elle pourrait rester à l'état liquide ? C'est juste ça, en fait. Donc, ça devrait s'appeler des planètes avec peut-être de l'eau et de l'eau liquide. Ce serait, mais bon, des planètes avec peut-être de l'eau liquide, ça se dit moins bien qu'habitable. Et donc, voilà. Donc, TRAPPIST, ils ont eu ça et ça a été observé avec le James Webb. La première planète la plus proche a été observée et on a commencé à étudier ses caractéristiques. Et puis, voilà, l'autre, c'est un peu plus loin. Et c'est quasiment le meilleur système pour voir des conditions de ce type-là. Donc c'est pour ça qu'on en parle beaucoup.
parce qu'il faut que ce soit quand même près de nous aussi. Près de nous... Oui, alors après... c'est quoi près de nous? C'est quelques dizaines d'années-lumière, et une année-lumière, c'est que 10 000 milliards de kilomètres. Hein. En RERB, vous y allez. C'est ça, exactement. En RERB, vous allez nulle part. C'est clair. Bon, on parle des exoplanètes. Oui, tout à fait, on parle pas du RERB. Voilà. Et par rapport, Elsa, aux instruments qu'on fabrique, on a bien compris qu'en fait, il y a effectivement cette quête d'eau souterraine, de possibilités de briques de la vie, mais en même temps, il s'agit aussi, avec les instruments, d'essayer de me comprendre comment naît un système solaire, comment naissent des étoiles. Enfin, il s'agit, au fond, on parle de miroirs, je trouve ça assez étonnant. Les télescopes, c'est des miroirs, mais c'est aussi un miroir sur nos origines, notre Terre, et là où on vit, nous, aujourd'hui. Exactement. Quand on cherche à comprendre la formation des systèmes planétaires, on cherche à comprendre la formation de notre système solaire aussi, qui reste un mystère en fait. Surtout qu'on n'a pas réussi à en trouver encore qui ressemblent au nôtre. Il y a des systèmes très divers, mais il n'y a pas évidemment, il n'y a pas de copier-coller, pas du tout. Pour l'instant, oui, on n'en a pas trouvé d'autres qui ressemblent à notre système solaire, quoi. C'est ça que vous cherchez, Faustine Cantaloupe, des systèmes qui ressembleraient à notre système solaire ? En fait, pas forcément. Là, c'est vraiment la diversité, comme on disait tout à l'heure, la démographie, c'est de comprendre un peu comment ça fonctionne et pour en tirer des conclusions sur la formation et l'évolution. Donc, lesquels vous surprennent le plus dans ces bestiaires et dans cette diversité ? Vous nous décririez un peu ces autres mondes autour d'autres étoiles ? Il y a du vert partout. Non, c'est pas vrai. Non, mais par contre, un truc que nous, on regarde beaucoup, là, c'est surtout les bébés planètes, donc les planètes qui sont en cours de formation. C'est vraiment que ça nous donne beaucoup d'informations. Donc évidemment, elles sont assez joufflues, quoi. On regardait, comme le disait tout à l'heure Elsa, des planètes qui sont assez massives. Quand je dis massive, Jupiter, qui fait à peu près 18 fois le diamètre de la Terre, on est sur du 5-10 Jupiter. Des gros trucs, quoi. Énorme. Et en fait, il y a toujours de la matière qui s'accrète dessus. Et cette matière, en tombant sur la planète pour vraiment en faire une boule, quoi, elle va être chaude, elle va émettre plein d'informations qui vont nous permettre de comprendre un petit peu mieux justement même la naissance des atmosphères au final. Donc c'est surtout ça en fait aujourd'hui. Et en fait, lorsque les étoiles... Donc là, on va rejoindre justement le lien entre naissance des étoiles et naissance des planètes. Quand les étoiles naissent, autour d'elles, il y a un disque qui va se créer de gaz, de poussière, de glace, hein, dont on a parlé. Et quand les planètes vont se former dans ce disque. Et donc, comprendre vraiment l'interaction entre ces petits bébés embryons de planètes et le disque, en fait, on se rend compte que c'est hyper intéressant. Ça va nous donner plein d'informations. Et aujourd'hui, c'est ça vraiment qu'on cherche. Et on n'en a pas trouvé beaucoup. C'est hyper difficile à voir. Et ça, c'est par exemple un des trucs que l'imagerie peut faire et pas les autres méthodes. Parce qu'on a parlé de la distance, enfin, Elsa tout à l'heure a mentionné les méthodes indirectes, c'est surtout les planètes proches et grosses, et les méthodes directes. Mais aussi, il y a l'âge qui compte, qui est un paramètre très important. Quand on est en imagerie, on détecte des objets très jeunes parce qu'ils sont encore très chauds et encore très brillant. Aussi, quand on fait des images, on a oublié de mentionner, on regarde la lumière émise par la planète. Donc, c'est pas du tout la lumière réfléchie comme nous, on regarde la Lune. C'est la lumière du Soleil qui se réfléchit sur la Lune et paf, ça va dans notre œil. Donc là, c'est vraiment la lumière de la planète. David Elbaz, vous qui travaillez sur l'origine, la formation des étoiles, des planètes, qu'est-ce que vous avez appris ? Enfin, j'imagine plein de choses, mais de cette recherche autour des exoplanètes moi, ce que je trouve troublant, c'est... d'abord, effectivement, il y a cette diversité qui est extraordinaire. Et d'ailleurs, là, quand Faustine parlait du fait que les planètes naissent dans un disque, etc., ça, c'est fondamental. Et quelque chose qui m'impressionne, c'est que Emmanuel Kant, le philosophe, c'est lui qui est le premier à imaginer ça. Comment ? Il s'aperçoit que les planètes tournent dans un même plan. On l'appelle le plan de l'écliptique parce qu'elles peuvent s'éclipser, ça veut dire qu'elles peuvent passer l'une devant l'autre. Et il dit, puisqu'elles tournent dans un même plan, alors qu'elles sont à des distances différentes, ça veut dire qu'elles ont un lien. Elles sont pas n'importe où. Il y a comme si quelqu'un leur avait dit, tu t'alignes là-dedans. Donc, il en déduit, comme elles ne sont pas liées par un objet physique, c'est donc qu'elles sont liées par le moment de leur naissance et qu'elles sont nées ensemble d'un disque qui n'est plus là, de poussière. Il imagine ça. D'ailleurs, la conséquence de ça va être de dire toute la poussière qu'il y avait entre s'est agglomérée, elle a fait des planètes, des étoiles, donc l'espace est essentiellement vide. Et les astronomes, pendant très longtemps, ont cru que l'espace était vide. Et donc l'idée qu'il y ait cette poussière qui va faire ça, ils ne pensaient pas, il a fallu attendre longtemps pour qu'on le comprenne. Ensuite, avec maintenant, ce qui est extraordinaire, c'est que chaque jour, quasiment, on a des découvertes nouvelles sur les exoplanètes.
Et pour moi, l'idée de voir des atmosphères d'exoplanètes, et maintenant on les caractérise, maintenant les gens étudient s'il y a du vent, s'il y a des conditions météorologiques, ils font de la météo des atmosphères de planètes qui tournent autour d'autres étoiles, alors avant-hier, on n'avait pas de planète. C'est complètement dingue. Donc, il y a une accélération extraordinaire. Là, il y a le James Webb. Les Américains, par exemple, à la NASA, sont tellement conscients de ça qu'ils ont déjà défini quelle sera la prochaine mission majeure qu'ils vont faire, qui s'appelle Habitable World Observatory, dans laquelle la France est déjà en train de s'impliquer, et dont l'objectif, c'est justement de caractériser des planètes type rocheuses comme la Terre, dans des conditions analogues à la Terre. Donc, ça sera le futur James Webb. Et déjà, les gens commencent à préparer ça, alors qu'on vient de commencer le James Webb. Tellement ça part, et le Extremely Large Telescope, 39 mètres de diamètre, ça va être quelque chose qu'on attend aussi de cette caractérisation. Et donc, ça va très très vite. En même temps, il y a ce paradoxe qui est de se dire que on est tous singuliers. Il n'y a pas deux personnes dans cette salle qui ont le même visage. Et pourtant, on est plusieurs. La Terre est singulière, comme nous. Est-ce qu'il y a d'autres planètes avec des océans qui sont dans des conditions d'habitabilité ? Moi, j'ai envie d'y croire de façon intuitive, parce que tout simplement, la singularité ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres. Mais là, on commence à rentrer dans des croyances, puisque tant qu'on ne l'a pas vu, mais rien que dans notre galaxie, la Voie lactée, on estime qu'il y a potentiellement 10 milliards de planètes de ce type-là. 10 milliards. Et on estime qu'il y a environ 200 milliards de galaxies. Donc on est dans 2000 milliards de planètes type Terre. Et au moment où je vous parle, dans l'univers observable, il naît 10 000 étoiles avec des planètes par seconde. C'est-à-dire qu'entre le début et la fin de cette phrase, il est né 50 000 planètes. En fait, 50 000 étoiles, et comme il y a plusieurs planètes par étoile, il est né, on va dire, 300 000 planètes. C'est complètement dingue. Donc, ça veut dire que l'univers se transforme en permanence, et on est en train de complètement réviser notre vision de l'univers. L'univers, c'est l'extension de la nature. Quand on va dans la nature, on voit des abeilles, des papillons, des trucs, etc., des fleurs qui bourgeonnent, etc., puis on se dit, l'univers, c'est froid, c'est des petits points. Non, c'est pareil. C'est aussi fourmillant que ça, aussi sidérant et vertigineux que ça, mais en même temps, c'est ce que vous dites, David, c'est que on est quand même dans une période, je sais pas ce que vous en pensez, Faustine, c'est vrai que on fait pas de la quête de vie extraterrestre, mais dans l'exobiologie, on est dans une période où à la fois tout est possible, et vu l'immensité et la diversité de tout ce qu'on découvre, et de tout ce qui naît, et de tout ce qui bouge, tout est possible, et en même temps, la singularité, chaque objet, chaque planète, chaque étoile est différente l'une de l'autre. Est-ce qu'il y en a d'autres qui, comme la Terre, ont eu tout ce qu'il fallait au bon moment, ou pas d'ailleurs, pour héberger la vie? Enfin, vous êtes aussi dans ce paradoxe-là? Ah ouais, 100%. D'ailleurs, ça m'empêche de dormir des fois. Mais il y a aussi vraiment la notion de temps. Enfin, regardez la Terre, l'âge de la Terre, c'est 4,5 milliards d'années. Et il y a cet petit exercice que vous avez peut-être vu avant, où si on mettait l'âge de la Terre dans un an, en fait, nous, on serait arrivés, nous, les Homo sapiens, on serait arrivés la dernière microseconde avant minuit, quoi. Donc, en fait, il y a un laps de temps énorme. Donc, il y a déjà ça, le fait que sur la durée de vie de la Terre, on n'a pas grand-chose, hein. Et puis, l'autre point, c'est que les étoiles les plus proches sont à des années-lumière. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi un espace temporel, en fait, entre nous et ses prochains compagnons. Donc, en fait, au final, moi, ce à quoi ça me fait penser, c'est le miroir dont parlait tout à l'heure Elsa. C'est un miroir aussi vers nos pieds. Et en fait, ça nous permet de regarder aussi notre Terre et pour moi, en fait, d'étudier ces exoplanètes, c'est aussi retrouver une fascination pour ce qui se passe sur Terre. C'est ça. Et ça me perturbe vraiment beaucoup. Il y a plein de paradoxes sur ce sujet-là. Le premier, c'est on n'est pas loin de trouver une planète potentiellement dite habitable, avec des gros guillemets, parce que la définition, voilà. Puis l'habitabilité de la Terre, je sais pas si vous êtes au courant, il fait un peu chaud en ce moment. C'est pas foufou, on n'est pas sur le bon chemin. C'est le premier truc. Et puis le deuxième truc, c'est qu'on connaît beaucoup plus les cratères de la Lune que les océans. Les océans, c'est 60% de la surface de la Terre. Et il y a, je sais pas, je me rappelle plus du chiffre exact, mais il y a 90%, non, moins que ça, mais il y a plein de trucs qu'on connaît pas. Et je sais pas si vous vous intéressez un peu à la biologie, à la vie animale, c'est absolument fascinant
Et à côté de ça, je trouve que les exoplanètes, c'est un peu... ça fourmille pas tant que ça, au final. Après, je trouve ça super, parce que c'est ce miroir-là, il y a plein de techniques, il y a plein de choses, et je trouve ça très beau, en tant qu'humain, d'aller chercher... je pense que c'est vraiment important comme aventure, c'est très poétique en fait, c'est vraiment une démarche plus pour moi en tout cas, qui traite de l'artiste avec des démarches scientifiques, et justement en essayant de se dire on met des petites boîtes carrées avec des petites étiquettes, on se rend compte que non, c'est pas si facile que ça, qu'en fait les boîtes elles s'enchevêtrent les unes les autres, que les étiquettes ça colle pas toujours, etc. Et c'est ça qui est beau. Moi c'est ça que j'ai envie de dire aux gens, il y a une diversité de dingue ici, ailleurs, et c'est ça, la diversité partout, et la danse du cosmos dont parle aussi beaucoup David Elbaz. J'ai envie de vous demander à tous les trois, justement, puisque vous nous lancez là-dessus, est-ce que vous vous sentez des explorateurs, que ce soit artistiquement, poétiquement, métaphysiquement David Elbaz, vous êtes un explorateur, vous êtes un conteur, ça je peux le confirmer, mais... En fait, les explorateurs des anciens temps, quand ils faisaient la carte de la surface terrestre, il y avait des zones qu'ils n'avaient pas encore explorées, ils appelaient ça terra incognita. Et c'était au sens de un morceau de terre inconnu, mais finalement maintenant pour nous c'est une terre inconnue et des terres inconnues. Et donc quand on parle des exoplanètes, c'est des terra incognita. Donc on a couvert toute la surface de la Terre, comme disait Faustine, il reste encore beaucoup à comprendre dans les océans. Et en fait les deux extrêmes, ces deux profondeurs insondables, profondeur de l'univers et profondeur de l'océan, parlent de nos origines dans les deux. Et ces deux profondeurs qui nous ramènent à nous. Et les nouveaux horizons, ces nouvelles terres, effectivement, c'est un domaine en émergence parce que c'est tout jeune. Et plein de surprises. Et il y a plein de choses qu'on ne comprend pas. Par exemple, on a découvert de l'oxyde de soufre de silicium, SiO2, dans une planète, dans une exoplanète, et on ne pensait pas que c'était possible avant. Bon. Très vite, les modèles ont travaillé dessus, on regardait les conditions, on se dit oui, si, c'est possible, etc. Mais donc, on découvre des nouvelles molécules dans d'autres planètes. Ça me rappelle ce qui s'est passé quand on a observé, justement, lors d'une éclipse, la couronne solaire. C'était Jules Janssen qui explore dans le Soleil, et il voit un atome qui n'existe pas sur Terre. Alors là, il se dit, s'il y a un atome qui n'existe pas sur Terre, il dit, il est dans le jaune, machin. Et puis 4 ans plus tard, Luigi Palmieri, qui est un vulcanologue, il est piégé par la lave du Vésuve dans son labo. Donc il attend que ça sèche, et puis il sort, et puis il voit un dépôt jaunâtre sur la lave. Il la prend, il analyse au spectre, il retrouve l'atome. Et donc en fait, c'était un atome qui était ici sur Terre, mais trop subtil pour être vu, qu'on a appelé hélium parce que c'est le nom du Soleil, et parce que comme il interagit avec rien. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, quand on regarde très très loin dans l'univers, que ce soit les planètes, que ce soit les étoiles, etc., ce qu'on cherche à comprendre, c'est aussi ce qui est ici et qui est trop subtil pour être vu, pour essayer de comprendre comment sont nées les molécules d'ici, comment est apparue telle ou telle complexité, etc. Et par exemple, il y a dans cette salle une forme de matière qu'on appelle la matière noire. On pense, peut-être on se trompe, mais peut-être qu'on pense qu'elle est là. Et elle est tellement subtile, c'est comme l'hélium, mais à un niveau au-dessus, qu'on n'arrive pas à la détecter. Et donc, c'est l'univers qui nous le dit. Il faut aller voir là. L'univers dit qu'il y a de la matière, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Enfin, la majorité de la matière. Pas. Voilà. Et qu'on voit. Et donc, qu'est-ce qu'on va apprendre, par exemple, l'effet de serre. On vit aujourd'hui un réchauffement climatique. On peut étudier l'effet de serre sur d'autres planètes. Vénus a vécu un effet de serre extraordinaire. Donc on peut presque voir l'avenir de la Terre. Idéalement, si on avait un super télescope, on pourrait voir si on pouvait voir. Parce que pourquoi on ne voit pas beaucoup de planètes comme la Terre ? Parce que, comme on disait tout à l'heure, c'est trop dur. Si toutes les planètes habitables, donc les 2000 milliards de milliards habitables qui pourraient avoir dans l'océan, si elles étaient toutes habitées à 100%, on n'en sait rien, de toute façon on ne sait rien, mais si elles étaient toutes habitées, et si elles étaient toutes habitées par exactement nous, des gens comme nous, là donc on est d'accord que je simplifie, hein, oui. Mais si elles étaient toutes habitées avec des gens comme nous, et qui font... on ne pourrait pas le savoir. Parce que nos moyens technologiques actuels ne nous permettent pas de le savoir. Donc, on n'est pas capable, par notre technologie, de rejeter l'idée qu'il y a de la vie ailleurs, ou de dire qu'il y a de la vie ailleurs. Donc c'est pour ça que pour l'instant, on est simplement en train d'explorer des conditions de formation de molécules dans toute la catégorie planète, mais ça nous permet aussi de comprendre la nôtre. C'est ça, comprendre la nôtre, il n'y a pas de planète B, enfin c'est pas ça le propos du le coup de la planète B, ça c'est autre chose, c'est la technologie pour aller sur notre planète. Aujourd'hui, pour moi par exemple, je ne parle pas d'une planète B, je parle d'aller sur Mars. Okay. Mars, c'est pas loin. Hein. Pour moi,
c'est de la folie furieuse. Et ça n'a pas de sens. Donc, alors vous imaginez aller sur une planète à des années-lumière, d'accord ? Donc, c'est totalement irréaliste. Donc, clairement, il faut oublier. Non, ça ne veut pas dire attention. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas explorer ou envoyer des robots. Que dans 200 ans. Parce qu'il faut savoir que ce qu'on sait aujourd'hui est limité. Donc, dans 200 ans, peut-être qu'on aura une technologie complètement dingue qu'on n'a pas imaginée. Mais dans l'état actuel des connaissances, là, on peut clairement dire que l'histoire de la planète B, si on imagine ça pour se sortir de notre responsabilité face à la planète, ça marchera pas. Hein. C'était bien essayé. Elsa, est-ce que vous vous sentez une exploratrice, vous qui créez, qui concevez ces instruments pour voir toujours plus loin dans l'espace et dans le temps, hein, et remonter à nos origines aussi ? Alors, exploratrice, mais plutôt du côté des machines. Alors, moi, je serais dans la machinerie, quoi. Ouais. Après, moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est tout ce qui est développement technologique, tout ce qu'on peut faire aujourd'hui. Il y a vraiment des avancées, on fait des instruments de plus en plus complexes toujours pour essayer de pousser toujours la limite de sensibilité, justement pour aller de plus en plus vers des planètes plus petites, plus froides, qui ressemblent de plus en plus à la Terre. Et pour vous, oui. Et votre Graal, c'est quoi ? Ce serait quoi, alors, justement, dans cette instrumentation, dans le fait d'être de plus en plus précis, dans toutes les longueurs d'onde possibles ? Alors, pour l'instant, déjà détecter une planète similaire à la Terre, je pense que c'est vraiment l'objectif de la mission spatiale que mentionnait David tout à l'heure, là, Habitable World Observatory, donc qui sera une mission qui est à l'état d'étude actuellement. Donc ça démarre. La communauté française est en train d'essayer de s'impliquer dans le développement de cette mission, qui sera le lancement est prévu dans les années 2040. Donc c'est vraiment, ça demande des années de préparation. Vous y serez en 2040 pour le j'espère. Et d'ailleurs, il y en a une autre mission qui est aussi à la phase d'étude, qui s'appelle LIFE, pour Large Interferometer for Exoplanets. Voilà. On y arrive. Et donc, qui a un concept instrumental optique différent. Et donc, moi, j'ai eu la chance de travailler sur les deux types de techniques, d'ailleurs. Le Habitable World Observatory, ce serait plus donc, les techniques que j'ai déjà mentionnées, de coronographie, donc vraiment d'imagerie, on éteint la lumière de l'étoile. Et LIFE, c'est un concept complètement différent, où on va faire de l'interférométrie. Donc là, on utilise plusieurs télescopes dont on recombine la lumière pour pour atteindre un pouvoir de résolution encore plus important que chacun des télescopes pris individuellement. Et en fait, le pouvoir de résolution équivaut au télescope dont le diamètre équivaut à la distance entre les télescopes individuels. Donc avec une résolution maximale, enfin. Voilà. Vraiment une résolution très 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 fine. Voilà. Et ces deux missions-là qui sont en phase d'étude actuellement, c'est vraiment des concepts en fait. Là vraiment, on commence les études de faisabilité. Quelle technologie on va mettre ? Il faut se projeter. Qu'est-ce qu'on va pouvoir. Oui, parce qu'en plus, vous créez des instruments pour une mission qui partira beaucoup plus tard avec la technologie d'aujourd'hui. Enfin, voilà. Il y a toujours aussi ces gaps-là. Et donc voilà, et les objectifs annoncés de ces deux missions, c'est la caractérisation de planètes de type Terre. Voilà. Exploratrice pour trouver une autre planète qui ressemble à la Terre. Et vous, Faustine, exploratrice, détectrice. Je vais être un peu moins poète. Mais oui, allez-y. Au jour le jour, dans mon quotidien, je me sens exploratrice de ma boîte email et des acronymes aussi. On en a beaucoup. Donc voilà, non, ça c'est vraiment juste pour le quotidien de chercheur. C'est fou. Non, sinon, en fait, moi j'ai un peu du mal avec cette notion d'exploration parce que on ne découvre pas quelque chose qui existe déjà. Et j'aime pas cette vision très... On parle beaucoup de décolonisation aujourd'hui, et tant mieux. Je pense que c'est plutôt une bonne chose. Mais comment on pourrait dire, c'est pas découvrir, on le voit en fait. Enfin, on découvre ce qui existe déjà. Et en fait, pour moi, c'est plus un moyen de réfléchir sur notre propre condition. J'ai l'immense chance d'être chercheuse. Merci le CNRS. Et du coup, d'avoir mon métier, c'est de réfléchir sur tout ça. Et en fait, finalement, c'est cette aventure que je veux partager avec vous ce soir.
Et je trouve que c'est ça qui est vraiment, enfin pour moi en tout cas, c'est ce qui me touche le plus. Une aventure que vous partagez ailleurs aussi, puisque vous êtes allé jusqu'au Togo avec le Spacebus France, pour un festival d'astronomie au Togo avec certains de nos auditeurs sur RFI. Donc voilà, on a suivi ça aussi. Mais donc il y a aussi l'idée de partager et de pouvoir faire passer au plus grand nombre sur Terre cet émerveillement, cette diversité, ce foisonnement, Exactement. Et tout ce qu'on comprend pas aussi. Et en fait, le rapport qu'on entretient à tout ça, justement, et c'est pour ça cette notion d'exploration, finalement, le rapport qu'on entretient avec ce fantasme d'aller sur Mars ou ce fantasme des exoplanètes, par rapport à justement, en fait, là, il se passe quoi sur Terre, à tous nos problèmes, à la fois du quotidien, mais aussi des problèmes géopolitiques, j'en passais des meilleurs. Mais je pense que moi, en tout cas, c'est ce qui m'intéresse. Et donc, le côté explorer la science-fiction de Jules Verne et il y en avait plein d'autres. D'ailleurs, on parlait des anciens, mais il y a aussi des Grecs anciens qui ont écrit des super mythes sur la découverte de la vie extraterrestre. C'est passionnant. Mais voilà, aujourd'hui, on en est là, quoi. On a un état de connaissance qui est là. On vit nous-mêmes dans un écosystème avec une société qu'on a une certaine façon de penser. Et donc, comment détricoter tout ça, comment déconstruire? Pour moi, c'est ça qui m'intéresse. Alors moi, je sais que David Elbaz, vous m'avez scotché avec votre danse cosmique, et j'aimerais bien que vous nous en reparliez un peu, parce que c'est de l'ordre de l'émerveillement et de la diversité, et c'est de l'ordre de cette immensité qui nous entoure, merveilleuse. C'est que, vous l'avez dit un peu, tout ça, ça bouge. Oui. Y a rien qui est statique, et les planètes, les étoiles, ça danse. Hein. Alors ça, c'est une fois, je suis intervenu dans une classe de zone d'éducation prioritaire, et où la physique était une option. C'était une classe de première ou terminale, non, et ils avaient pas de physique, et donc j'étais venu parler, et donc il y a quelqu'un qui était au fond de la classe et qui me dit: mais pourquoi ça bouge? Pourquoi la Terre, elle tourne? Pourquoi elle tourne autour du Soleil? Pourquoi ça tourne? Et ceux du premier rang se sont mis à rigoler, à se moquer de lui. Et alors, je leur ai dit: vous vous moquez de lui, là, mais vous savez que la question qu'il vient de poser, elle est très pertinente. Et pourquoi ça bouge? On l'a dit tout à l'heure, Emmanuel Kant, il dit, il y avait un disque qui tournait, et qui a coagulé, qui fait les planètes. Et pourquoi il tourne? Et parce qu'en fait, il naît dans une nébuleuse où tout est en mouvement. Mais cette nébuleuse, elle naît dans quoi? Elle naît, en ce moment, là, les étoiles qui naissent dans notre galaxie, la Voie lactée, elle naît dans ce qu'on peut appeler le disque de la galaxie, comme une robe qui tourne. Et du fait que cette matière tourne, ça l'empêche de tomber au centre. Il n'y a qu'une seule interaction à distance, c'est la gravité. Donc tout devrait tomber au centre. Si ça ne tourne pas en centre, c'est parce que ça tourne, c'est parce que ça bouge. D'ailleurs, il y a des galaxies qui ne tournent plus, elles sont mortes, elles sont stériles, elles ne font plus d'étoiles, les galaxies elliptiques. Mais les galaxies spirales, ça tourne comme ça. Mais ça tourne tellement vite que ça ne devrait pas faire d'étoiles. Heureusement, là-dedans, se propage une vague, ce qu'on appelle des ondes de densité. Et quand cette vague passe, elle allume, comme un feu d'artifice, les étoiles, et elle crée les nébuleuses, et c'est là que naît le Soleil, c'est là que naissent les planètes. Donc quand on dézoome la naissance de ces disques protoplanétaires, on va trouver la même chose, un autre disque, avec les mêmes analogies, avec des ondes spirales, avec des interactions, avec de la turbulence, avec tous ces mécanismes-là qui sont engendrés. Et vous allez me dire, ok, mais pourquoi elle tourne, la galaxie ? Jusqu'à maintenant, on avait des théories sur ça, qui étaient, la principale, c'était que elle tourne parce qu'il y en a une autre qui est passée à côté, puis qui l'a un peu attirée. Maintenant, on a une nouvelle théorie. C'est que si les galaxies tournent, c'est parce qu'elles sont nourries en permanence par de l'eau qui coule dedans, enfin, c'est la matière intergalactique, des filaments, et qui les font danser. Et ça devient la clé pour comprendre un certain nombre d'énigmes qu'on voit avec le James Webb, cette matière qui est invisible, intergalactique, qui coule, qui tombe dans les galaxies, qui les font tourner. Mais pourquoi il y a de la matière qui coule et qui tombe? Qu'est-ce qui fait qu'il a lancé le mouvement? Il a fallu que quelqu'un écarte tout ça, c'est le Big Bang. Et donc le Big Bang a écarté la matière, a créé ces courants qui font tourner les galaxies, qui créent des ondes de densité, qui créent des vagues, qui créent des systèmes solaires, et qui fait que nous, on tourne. Et nous, en tant qu'êtres humains, si on arrête de bouger, c'est l'un des mots les principaux aujourd'hui, c'est la sédentarité, on crève. Et donc, en fait, l'univers est un maître de sagesse pour moi. C'est ça qui est extraordinaire.
Surtout pour moi qui ai tendance à m'asseoir et à plus bouger. Et donc, je me dis, non, il faut que tu fasses comme les galaxies, il faut que tu fasses comme ces planètes qui tournent, etc. Sinon... Le mouvement. Eh oui. Sinon, tu vas gonfler encore plus, comme dirait ma femme. Et donc voilà. Et donc ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire cette danse du cosmos, c'est la source de vie. Et en fait, l'univers est une danse permanente. Et d'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est vous voyez les derviches tourneurs qui dansent et il y a leur robe qui monte comme ça et qui tourne, et ils mettent leurs bras comme ça. Vous les regardez de dessus, c'est comme une galaxie. Et quand vous regardez des galaxies stériles, vous voyez qu'elles ont tout un point commun, elles ne dansent plus. On appelle ça des galaxies. Et pourquoi dansent-elles plus ? Pourquoi est-ce qu'on sait comme ça ? Vous trouvez des cimetières de galaxies, c'est-à-dire des régions où il y a une surpopulation, et donc quand elles sont dans des grandes villes et qu'elles sont trop proches les unes des autres et qu'elles interagissent les unes avec les autres, elles subissent du stress. On parle même, alors là, je vais utiliser le terme, ça peut être choquant aujourd'hui, mais ça a été publié dans le journal Nature dans les années 90, du harcèlement galactique. Elles subissent du harcèlement. On appelle ça galaxy harassment, et c'est vraiment le terme scientifique, et c'est des effets, etc. Et donc une galaxie qui se promène tranquillement dans l'univers, quand elle croise un gang, ou quand elle va dans la cité mal fréquentée, quand elle va dans les bas quartiers, qu'on appelle un amas de galaxies, elle se fait dépouiller, déchiqueter, elle meurt. Voilà. Et c'est ce qui se passe, voilà. Et elle peut plus danser. Et donc il faut de la distance, il faut de la liberté, il faut un peu d'indépendance, etc. Et même les étoiles, la majorité des étoiles dansent, ce sont des couples qui dansent. Et quasi-totalité des étoiles massives dansent. Elles sont toutes des couples comme ça. Et quand elles sont trop fusionnelles, quand elles sont trop proches, on connaît la conséquence. Comme vous avez un couple qui est trop fusionnel, il y en a un qui bouffe l'autre et ça finit mal. C'est pareil. Quelle leçon de l'univers, donc il faut continuer à danser. C'est un maître de sagesse. Notre cerveau s'allume, et brille de plein d'étoiles. Est-ce que ça suscite des questions Oui. Alors, le micro va venir vers vous, monsieur. Faites pas trop d'analogie avec ce qui se passe dans l'univers et dans vos vies, s'il vous plaît. D'ailleurs, être stérile, c'est pas forcément être morte. Par exemple, il y en a plein d'autres. Oui, bonjour messieurs, dames. Bonjour. Moi, ma question, elle est simple. C'est, est-ce que vous êtes en train d'observer l'univers ou en train de créer l'univers ? Seconde chose, vu les distances qui existent, puisqu'on parle d'années-lumière, vous êtes dans une observation à l'instant T de choses qui ont déjà disparu, qui ne sont plus là. Donc, ça revient à ma première question. Juste une petite parenthèse. Ouais. C'est cette idée que lorsqu'on regarde le ciel et qu'on voit les étoiles et que la lumière a mis du temps à arriver et qu'elles ont disparu, en fait, est incorrecte. Aucune des étoiles que vous voyez n'a disparu. Je n'ai pas dit qu'elles ont disparu. Hein. Je dis simplement qu'on voit à l'instant T cet univers, mais s'il est à 4 années-lumière ou à 21 000 années-lumière, forcément qu'on ne voit pas cette étoile dans son instant. Tout à fait, on ne la voit pas dans l'instant, mais ce que je voulais dire, c'est que vous avez parlé à un moment donné du fait que ça n'est plus... Donc c'était juste cette parenthèse, c'est à l'échelle d'une étoile, quelques dizaines d'années ou centaines d'années ou milliers d'années, c'est court. Pour les étoiles, pour les galaxies, c'est différent, mais pour les étoiles, c'est vrai que c'est le passé, mais c'est un passé qui est pas si long. Les systèmes dont on parle quand on dit coagulation, qui forment des planètes, toutes ces évolutions-là, c'est au minimum 100 000 ans. Oui, mais si vous faites un voyage spatial, admettons, je pars dans l'idée, hein. Vous voulez aller, par exemple, sur une terre que vous dites, il y a de l'eau, il y a ci, il y a là. Bon, là, ça se rapproche, vous voyez, je veux dire. Donc, quand on va y aller, ça sera peut-être plus les mêmes conditions. Et on va se retrouver dans un monde totalement différent. C'est ça que je veux dire. Et là, c'est proche, ouais. C'est pas sidéral. Moi, je trouve que votre remarque, elle est super intéressante. Hein, c'est exactement... ça, c'est que en fait, quand nous, on a des observations, on en déduit des choses qui sont basées sur la physique qu'on a appris à l'école. On a eu la chance d'apprendre à l'école, pour nous deux en tout cas. Mais c'est une question d'interprétation, parce que tout ça, en fait, c'est convolué par notre façon de penser, notre instruction, la façon de penser à l'occidental.
par exemple. Donc c'est sujet à interprétation, quoi. Et je pense que c'est très beau de dire ça, c'est exactement ça. Pour moi, on voit des choses, on essaye de coller les briques de puzzle, enfin les briques, pas du tout les pièces de puzzle, mais c'est quelque chose qui se construit en communauté. Et la communauté à la fois des astrophysiciens, astrophysiciennes, dans le monde, mais aussi avec vous. Enfin, il y a plein de choses qui se passent. Voilà, et le temps dont on parlait, le temps de nous, c'est... Le temps caractéristique de nous, c'est quoi? Quelques décades. Donc, effectivement, c'est pas... Moi, je vous remercie et je ressens ça comme de la poésie. On est bien d'accord. C'est poétique et c'est vertigineux. Est-ce que ça suscite d'autres questions ou est-ce que vous êtes scotché par ces... oui, une question là devant. Notre humilité, en fait. Je pense que ce qu'on retient, c'est vraiment notre humilité face à tout cela. J'avais, moi, trois remarques en béotien total sur cet univers, mais moins sur la biologie. Une question, pas une question, plutôt une remarque par rapport à Faustine Cantalou, c'est-à-dire la notion d'explorateur. Je me sens pas explorateur. Est-ce que quand on est explorateur, ça débouche pas toujours sur l'exploitation? Et c'est peut-être ça qui peut être gênant. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'était par rapport à la biologie, on parle d'infiniment grand et l'infiniment petit, c'est un peu pareil. Et ces mouvements, ces vagues, ces choses qui bougent, je trouve que la similitude entre ce qu'on ne voit pas à l'intérieur des cellules et ce qu'on ne voit pas, c'est très proche. Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis la dernière chose, alors très très béotien, ça bouge tout le temps, mais pourquoi quand on regarde le ciel le soir, c'est toujours le même à telle saison, à telle période, et on a bougé, c'est toujours les mêmes étoiles. Voilà. Trop cool. Je peux? Bien sûr. Vas-y. Ouais, non, pour la première remarque que vous avez fait sur l'exploration, l'exploitation, oui, c'est clairement un truc, et encore une fois, c'est dû à notre façon de penser, notre société. On est dans une société extrêmement capitaliste, comme vous le savez tous, extractiviste, utilitariste, et tous ces mots-clés qu'on entend et du coup, on a cette chose-là, par exemple, pendant très longtemps, on disait, ouais, c'est trop cool l'exploration lunaire, regardez, on a réussi à faire du téfal avec. Génial. Non, on a des poils en téfal cancérigènes, c'est trop cool. Enfin, c'est vraiment, on a toujours ce côté, oui, parce que regardez, ça apporte des choses. Ça apporte, il y a des retombées économiques, ça ruisselle, comme disent les grands là-haut. Et toutes ces choses-là. Donc ça, c'est clair, on a vraiment toujours cette vision-là. Même les projets muskiens de Elon Musk, c'est toujours, ouais, on va aller là, parce qu'on va récupérer des gaz rares, dans des métaux rares, des hydrocarbures. Enfin, il y a toujours ce côté exploitation tout le temps, qui est omniprésent, parce que notre façon de penser, aujourd'hui, on a été tous et toutes conditionnés à penser comme ça. C'est un truc qu'on pourrait peut-être changer. Pour les similitudes, je suis totalement d'accord. Moi, j'aime bien montrer... c'est un des exemples, des photos, je ne sais pas si vous avez déjà vu des photos de plankton bloom. C'est en fait, chaque année, il y a les planctons qui font ploup, et ça fait des énormes galaxies dans les océans. Et puis vous regardez à côté une galaxie avec toutes ces étoiles, c'est juste incroyable. Vous les mettez côte à côte. Et il y en a plein à faire comme ça. Et c'est d'une beauté. Et justement, ce côté retrouver, remettre les deux ensemble, je trouve ça vraiment, vraiment fascinant. Et le troisième point... Ouais, non, c'est incroyable. Et c'est tellement important, parce que ça va impacter tout, la surface de la Terre, les profondeurs, mais le climat aussi, ça va. Ce petit truc, on pourra en reparler de ces choses-là plus tard. Et l'autre question, c'était quoi? J'ai pas eu le temps de la noter. C'était par rapport au mouvement. Ah oui, le ciel quand on regarde. En fait, c'est encore une histoire d'échelle de temps. Comme je disais, le temps caractéristique de nous, c'est une dizaine d'années. Et en fait, à cette échelle de temps, ce que nous, on va percevoir avec nos yeux, avec nos senseurs, ça va paraître immobile, mais ça ne l'est pas vraiment. Parce que regardez, il y a les phases de la Lune. Là, en ce moment, il y a une tempête solaire qui n'était pas là avant-hier, etc. Donc, il y a quand même beaucoup de choses qui changent. Mais les échelles de temps sont très très différentes. Une analogie pour comprendre pourquoi on ne voit pas que ça bouge malgré que ça bouge. Quand vous êtes à l'aéroport, vous voyez un avion, vous voyez décoller, il part très vite. Mais vous avez aussi vu des avions dans le ciel, vous avez l'impression qu'ils ne bougent pas. Et vous demandez comment ça se fait. La différence, c'est qu'il est un peu loin. Et déjà, il ne bouge pas. Alors maintenant, imaginez un phénomène qui ne se retrouve pas un peu loin, mais qui est des milliers, des centaines d'années-lumière ou des milliers d'années-lumière. Eh bien, c'est comme l'avion. C'est-à-dire qu'en fait, cette fois, si ça bouge à une vitesse qui est quasiment la vitesse de la lumière, par exemple, pour certains phénomènes, pour vous, c'est comme l'avion qui est loin, c'est immobile. Et donc, on assiste aujourd'hui à la même explosion d'une étoile que vous auriez pu observer il y a 50 ans. Et elle est en train d'exploser et elle a la même tête.
C'est un arrêt sur image du fait que c'est loin. Et peut-être un petit commentaire, il y a par exemple, je parlais tout à l'heure des senseurs, donc nous ce qu'on voit c'est essentiellement la vision, hein, mais il y a d'autres moyens évidemment de se repérer. Mais par exemple, on ne sent pas les rayons cosmiques, mais on en a la blinde qui nous tombent dessus en permanence, donc ça c'est quelque chose de très très mouvant. Donc encore une fois, ça dépend de ce qu'on considère comme de ce qu'on veut regarder. Par exemple, avec Elsa, on travaille beaucoup sur la turbulence atmosphérique et c'est des choses qui sont instantanées, ça bouge très très vite. Alors que finalement, l'état de l'atmosphère, lui, ne bouge pas tant que ça. C'est quelques heures. C'est vraiment une histoire d'échelle et de ce qu'on veut regarder. Oui, et moi j'ai une petite anecdote sur le deuxième point, comparaison de microscope, l'infiniment petit et l'infiniment grand. En fait, moi, mon conjoint travaille sur des microscopes, il construit des microscopes. Et en fait, on peut se parler et on se comprend. Les instruments qu'on développe pour observer le ciel, finalement, ils sont très proches de ce qu'on développe pour observer l'infiniment petit. Ah, très jolie anecdote. Et moi, je peux rajouter que, en ayant reçu des neurologues ou des neuroscientifiques, les images du cerveau, des filaments du cerveau, des neurones, et en fait, de ce qui les relie entre eux et qui, je sais pas si ça brille comme des étoiles, mais en tout cas, ça ressemble énormément aux galaxies et à tous ces filaments. On fait de la philosophie ou on fait de l'astrophysique? Ça va avec. On fait de la poésie aussi. Bonjour, je voulais juste demander, c'était quoi la référence du livre sur les Grecs qui rencontrent des aliens? Alors, j'ai fait grec ancien au collège et ça se voit pas trop, je sais, mais ça remonte. Du coup, je pourrais pas le dire là comme ça. Mais c'est un truc assez connu sur des mecs qui viennent de la Lune. Okay. Là, je pourrais pas dire comme ça, j'ai complètement oublié. Un truc m'est resté en tête. Désolé. Merci. Mais on est à la Bibliothèque nationale de France, donc je pense qu'il y a moyen de trouver ça. Oui, je pense que sur Gallica, vous tapez et vous trouverez, ça c'est sûr. Ouais. Je sais pas si dans la salle, il y a quelqu'un qui connaît en fait ce... Ah oui, voilà, monsieur là devant connaît. Est-ce que ça suscite d'autres questions? Ah oui. Ah, là, ça va être la réponse déjà. Voilà. Oui, je pense qu'il s'agit de Histoire véritable de Lucien de Samosate. Oui, merci. Au IIe siècle après Jésus-Christ. Bravo. Tout à fait. Bravo. Très bravo au public. Et justement, moi, je me retourne un peu vers vous aussi parce que on se rend compte que ça nous emmène très très loin, que ça nous ramène à notre humilité. Est-ce que vous pensiez ça? Est-ce que ça fait partie de ce qui vous a donné envie? Alors, je m'adresse à vous, jeunes astrophysiciennes, et on aime bien qu'il y ait des jeunes astrophysiciennes. Est-ce que ça fait partie aussi, et David aussi, de votre cheminement, de vous dire que vous allez aller, peut-être pas explorer, mais finalement aller aussi loin, et en miroir vers nous-mêmes, vers la Terre, vers la vie, vers ce qui est beau? Elsa? Moi, ce qui m'a menée vers l'astrophysique, c'est vrai que c'est les belles images, de Hubble, par exemple, ou la science-fiction. Moi, j'adore lire de la science-fiction. C'est l'évasion, en fait. Même si on revient toujours vers nous, finalement, même quand on lit de la science-fiction et qu'on a l'impression de lire des choses complètement différentes, on peut toujours amener ça à une réflexion sur nous-mêmes, quelque part. Que ce soit une extrapolation, une réflexion sur une utopie ou sur quelque chose qui est post-apocalyptique, ça revient toujours un peu sur nous. Que deviendrait le monde si ceci, si cela? On reste dans les miroirs. Hein. Ouais. Voilà. Je suis 100% d'accord. Moi, c'était une démarche très similaire, mais avec d'autres facteurs. Bon, aussi les images, c'est vrai que ça me fascinait. J'avais vraiment envie de m'extirper de ce monde que je trouvais un peu corrompu, déjà toute jeune. J'ai pas eu une enfance facile, non, c'est pas vrai. Tout s'est bien passé, vous inquiétez pas. mais c'est vrai que j'avais vraiment cette espèce de fantasme, genre ça, on pourra pas le vendre. Ça, on pourra pas faire du commerce avec. Et bon, je me suis un peu trompée, merci Elon Musk, en l'occurrence. Mais c'était vraiment ça qui m'attirait, ce côté, me détacher finalement de ce monde sublunaire. David, finalement. Ça va être un peu bizarre ce que je vais dire, mais en fait, je sais pas pourquoi. Quand j'ai commencé l'astrophysique, je savais pas pourquoi, parce que j'étais fasciné, mais et après coup, j'ai peut-être compris. Mais du coup, ça va être moins drôle. Mais c'était que
En fait, quand j'étais petit, j'avais peur de mourir. Et parce que je trouve que c'est tellement dépassé, la mort, c'est un truc que je comprends pas. C'est tellement 2018. Et donc je me disais, c'est pas possible, je vais pas mourir. Et donc je me disais, comme je peux pas imaginer que je vais mourir, je ne vais pas mourir. Et puis j'ai entendu parler de l'univers. Et que l'univers était potentiellement infini, sauf que j'arrivais pas à imaginer infini. Donc ça voudrait dire qu'il existe un truc que je peux pas imaginer, et donc que je vais mourir, puisque c'est possible que les trucs existent que je peux pas imaginer. Donc j'essayais d'imaginer l'infini. Alors je visualisais les étoiles, les galaxies, tout ça, le plus possible, et je déployais mon imaginaire, et au bout d'un moment j'arrivais à une limite. Et quand j'arrivais à cette limite, je comprenais que c'était mal barré, donc je filais dans le lit de mes parents. Et puis après j'ai oublié ce truc-là, et en fait je crois que je suis en train de... Et après je crois que je suis devenu astrophysicien pour essayer de reprendre le truc, en me disant je vais peut-être y arriver, quoi. Et puis finalement j'ai fini par comprendre qu'en réalité l'univers n'avait rien à voir avec tout ça, puisque lui-même il n'arrête pas de changer. En fait c'est lui qui est comme nous. Moi je me disais il y a un truc, en fait il est complètement beaucoup plus riche, etc. Et que finalement ce qui fait la richesse de nous et de chaque chose, de sa création, etc., c'est tout ce qui est éphémère. Et que cette illusion de vouloir tendre vers un éternel immuable, c'est peut-être pas ça qui est beau, qui est porteur. Et du coup, j'ai fini par accepter l'idée d'être un éphémètre humain. Un éphémètre humain, magnifique. Oui. Question. Bonsoir. Là, bon, effectivement, c'est la vue qui est sollicitée, mais je veux dire, au niveau de l'odorat, des parfums, est-ce qu'il y a possibilité d'exploiter ou de se dire qu'il y a peut-être d'autres odeurs dans cet espace et la seconde question, c'est si on recherche une seconde terre, est-ce que c'est pas parce que parfois, là où on vit, on n'en peut plus, quoi. Alors on se dit peut-être qu'ailleurs, parce que tout ce qui est roman fiction, ou d'aller chercher un univers ailleurs, est-ce que c'est pas parfois pour un peu déserter notre planète mère, quoi. Voilà. Je pense que c'est ce que voulait dire Elsa. Sur ce moment-là, il y a toujours ce côté évasion et aussi un côté confortant, surtout dans les passages difficiles que sont l'enfance. L'enfance, quand on a aussi le luxe de pouvoir réfléchir. Et je pense que ça, finalement, dans nos trois réponses, c'est un peu le facteur commun entre les trois. Pour l'histoire de l'odorat, c'est assez intéressant parce qu'il y a certaines choses qui ont été faites pareil pour transcrire en son. Parce que déjà de fait notre société est très biaisée sur la vue, hein. Vous le savez sûrement vous le savez sûrement tous et toutes, mais et l'odorat et le goût, tout ça c'est des choses qui sont un peu mises de côté malheureusement, et il y a plein d'expériences qui sont faites pour essayer de relever ça, et oui, il y avait des astrophysiciennes qui avaient essayé de dire tiens, telle planète elle sentira comme ça le soufre ou la fraise ou je sais pas, avec des molécules. Je crois que James Webb ils avaient fait un truc comme ça, non, il y avait pas, je me rappelle plus, mais ouais, c'est un peu délicat parce qu'effectivement dès qu'on sort finalement de l'atmosphère, tous ces sens ils ont évolué avec nous parce qu'ils correspondent à notre environnement, et cet environnement s'il change, même sans aller dans les exoplanètes, il y a des océans de méthane, je crois, dans notre système solaire, et des choses complètement insensées. Mais c'est vrai qu'il y a eu des transcriptions sonores de ces ondes, puisqu'on capte des ondes, et des transcriptions sonores des ondes dans l'espace. La vue, c'est surtout ce qu'on montre quand on veut parler au public. Mais en réalité, nous, quand on travaille sur notre travail, c'est des chiffres. C'est même pas de la vue, c'est des codes, c'est des lignes de code informatiques. On travaille pas avec les images. Enfin, on travaille avec les images, oui, un peu, mais très vite on les transcrit dans autre chose, qui n'est ni de la vue, ni de l'odorat, ni de rien. C'est une représentation. C'est une abstraction. On tente d'abstraire. Oui, et en plus, il y a beaucoup de longueurs d'onde. Nous, on a ce que l'on voit finalement, c'est un spectre très réduit de tout le spectre en longueur d'onde qui existe. Et donc, par exemple, les longueurs d'onde du James Webb, donc dans l'infrarouge moyen, entre quelques microns et jusqu'à 28 microns, on ne le voit pas à l'œil. Donc, quand vous voyez une image produite par le James Webb, elle est reproduite en fausse couleur pour qu'on puisse apprécier, mais si on le regarde à l'œil, on ne le verrait pas du tout. Elle est retranscrite pour nos sens terrestres. Et donc l'interprétation en termes de son, c'est un peu la même chose aussi. C'est une autre visualisation de données qui sont représentées par des ondes.
Ouais, totalement. Par exemple, il y avait des expériences des collègues à Toulouse notamment qui avaient pris les pulsations, les étoiles, en fait, il y a comme un cœur qui bat. Ils avaient transcrit de 18 octaves pour que ce soit audible par l'oreille humaine. Il y a ce genre d'expérience. Et peut-être juste une petite mention, je ne sais pas si vous êtes impliqués, mais il y a beaucoup de travail qui est fait aussi pour justement communiquer l'astronomie de manière différente avec des publics qui ne sont pas justement forcément typiquement non-voyants, malvoyants. Et donc il y a des choses qui ont été faites avec les odeurs pour essayer de représenter la diversité et pour pas aussi faire que du tactile, pour utiliser vraiment un maximum de sens. L'astronomie pour non-voyants. Magnifique. Ouais, il y a beaucoup de choses qui se font. Magnifique idée. Il y avait une question, je crois. Allez-y. Oui, vous avez parlé de la potentialité, le potentiel d'habitabilité de planètes, d'exoplanètes. J'imagine que dans la périphérie immédiate, à 10 ou 20 années-lumière de la Terre, il y a des exoplanètes potentiellement habitables, vu la proportion que vous avez donnée tout à l'heure. Je pense que l'intérêt anthropologique de votre exposé, c'est la potentialité de vie sur ces planètes potentiellement habitables. Et je voudrais vous parler du problème SETI. Est-ce que le programme SETI, qui a été émis, je pense, qu'il y a 20 ou 30 ans, est-ce que ce programme, au cas où la vie existerait sur une périphérie de 20 à 30 années-lumière de la Terre, est-ce que la potentialité de retour est évidente? C'est-à-dire que, est-ce que forcément il y aura des retours d'une vie sur ces planètes lorsque le programme aura été reçu sur cette planète qui serait habitée par une vie intelligente? Et auquel cas, quelle est la probabilité d'une vie, d'une planète habitée dans les 20 à 30 années-lumière? Je ne sais pas quand est-ce que le programme SETI a été émis, je crois qu'il y a 40 ans, non? Il continue, enfin l'Institut SETI continue. Les difficultés, c'est que donc il faut une civilisation qui utilise des ondes électromagnétiques, voilà. Mais même si vous prenez la Terre avec son émission d'ondes électromagnétiques, cette émission, elle est rayonnée dans toutes les directions, et donc elle est extrêmement diluée. Et donc, si vous mettiez la Terre avec ses émissions d'ondes électromagnétiques à ces distances-là, on détecterait pas grand-chose, en fait. Et donc, c'est ça le problème, c'est qu'il faudrait quasiment que ce soit des gens qui veuillent communiquer avec nous, qui canalisent leur émission. C'est déjà trouver des planètes potentiellement habitables, c'est difficile. Être capable de détecter des communications radio par une civilisation, voilà, c'est vraiment très 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 difficile. Il faudrait vraiment qu'il y ait une intention, quasiment de ce qui est possible. On peut imaginer une civilisation qui a une intention de nous dire un truc, mais c'est compliqué. Et donc le fait qu'il n'y ait pas de détection ne prouve rien, mais c'est pas pour autant qu'il faut pas. Bon voilà, il y a des gens qui ont pris du temps pour le faire et ça, enfin, je sais pas, mais c'est intéressant. Carl Sagan, qui est très impliqué dans tout ça, c'est aussi quelqu'un qui était un pionnier dans tous ces principes, dans ces idées de caractériser la possibilité de vie ailleurs. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de scientifiques, disons, n'aiment pas trop quand on parle d'exobiologie ou de possibilité de vie ailleurs, parce que c'est un peu comme brûler des étapes, dans le sens où notre science dans ces domaines-là est tellement balbutiante qu'on aimerait bien déjà commencer à trouver des planètes Terre, etc. Donc on sait qu'il y a une échelle de temps. Mais la question, vous avez raison, elle est pertinente, parce que même qu'on veuille ou pas en parler, c'est... Alors là, je vais donner mon avis personnel, hein, c'est la plus grande découverte qui pourrait avoir lieu. Bien sûr. Trouver de la vie ailleurs, même si... voilà, on n'a pas... Mais pour moi, ça serait bouleversant, ça serait extraordinaire. Si en plus, il y avait des moyens de communication, voilà, on rêve, hein, tant pis, je m'en fous, je rêve. Moi, je travaille sur les trous noirs, les étoiles, la première étoile, la naissance de la première étoile, la première galaxie, etc. Je suis prêt à abandonner tout ça pour voir de la vie sur notre planète. C'est le top niveau. Et aujourd'hui, il y en a qui réfléchissent sérieusement au Vatican. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Imaginons qu'aujourd'hui, on est jeudi. Demain, vendredi, à 14h15, on détecte de la vie sur notre planète. Ils sont avant ou après Jésus-Christ? Est-ce que le Messie est allé sur cette autre planète? Est-ce que ce sont des pêcheurs ou pas? Il y a des astronomes qui sont payés par le Vatican
pour travailler et qui réfléchissent à ça. Et ils ont déjà répondu à la question. Et alors La réponse est la suivante. Le péché capital est proprement terrestre jusqu'à preuve du contraire. Donc pas besoin d'aller... Mais ils ont ajouté jusqu'à preuve du contraire. Parce que sinon ils sont mal. Enfin, toutes les religions d'ailleurs. Parce que chaque religion a une singularité. Là, je vais me faire des ennemis, mais je dis pas que toutes les religions disent n'importe quoi. On n'est pas obligé de dire ce qu'on pense. Je dis que les religions nous présentent comme des êtres singuliers, avec une histoire particulière, avec un moment particulier. Et ce que fait la religion, c'est qu'elle inscrit une linéarité dans le temps qui était, dans l'époque païenne, cyclique. La différence entre ce qui précède les religions monothéistes et après, essentielle, c'est que dans les religions monothéistes, c'est l'éternel retour. C'est les saisons, c'est cyclique, etc. Avec les religions, il y a point zéro, et à partir de là, on progresse. Et on a une flèche du temps. C'est d'ailleurs pour ça que quand on raconte l'histoire de l'univers avec le Big Bang, etc., l'histoire cosmique, etc., elle nous ressemble énormément, cette histoire. Parce qu'elle est totalement imprégnée de notre culture judéo-chrétienne. On pourrait tout à fait raconter une autre histoire dans laquelle l'univers est un métavers avec des univers qui naissent partout, etc. Pourquoi on favorise cette idée-là alors qu'elle n'est pas nécessairement la plus pertinente? En grande partie parce qu'on est dans une forme d'illusion narcissique. Alors, maintenant, la question, c'est effectivement de savoir comment on va gérer cette possibilité qu'on soit plus si singulier que ça, si la vie est universelle. Et pour ça, ça me plaît bien, moi, l'idée qu'il y ait de la vie ailleurs, parce que ça nous désingularise un petit peu. Et voilà. Donc pour moi, c'est quelque chose qui, effectivement, bon, je suis d'accord. Derrière tout ce qu'on dit, pour moi, c'est vrai que c'est la question. C'est la question, mais il y a aussi des physiciens sérieux comme Jean-Pierre Bubring et d'autres qui aujourd'hui disent peut-être qu'il faut aussi penser, ce qui est à mon avis tout aussi beau, et loin de moi incapable de trancher, peut-être qu'il faut penser que la vie, elle est liée à l'évolution de la Terre, la vie en tout telle qu'on la connaît, et donc ce qui rend notre Terre encore plus précieuse et encore plus à protéger. Faustine, peut-être. Et pardonnez-moi pour reprendre ma question, donc ça veut dire que lorsque le programme SETI a été lancé, les scientifiques savaient bien qu'il n'y avait pas beaucoup de chances de retour. Oui. Oui, mais c'est ça qui est beau en même temps, de faire des choses où on n'a pas beaucoup de chance. Un artiste aussi fait des fois des... Mais bon, moi, je l'aurais pas fait. On peut trouver autre chose. Moi, je l'aurais pas fait parce que, d'un point de vue statistique, j'aurais pas dédié ma vie à ça. Mais j'admire, enfin je reconnais le courage, la force de ces gens. Mais je vais vous dire, j'aurais pas non plus fait LIGO, Virgo, ces instruments qui ont détecté les ondes gravitationnelles par des collisions de trous noirs, parce que, et finalement c'est eux qui avaient raison, c'est parce que leur objectif était pour moi inatteignable. Et ils ont réussi. Donc voilà, on vit dans un monde où aujourd'hui, l'humain fait des choses qui, il y a 2 semaines, nous paraissaient impossibles. Et moi en particulier, j'aurais jamais parié quoi que ce soit pour dire qu'on est capable de voir des distorsions de l'espace-temps sur une toute petite fraction de la taille d'un proton et d'en déduire qu'il y a des trous noirs de 30 masses solaires qui sont en collision dans l'univers à la vitesse de la lumière. Mais arrêtez! Et ils le font. Et ils le démontrent. Et avec ça, ils vous montrent qu'à la fin, ça se fusionne et ça fait un petit blip qui montre que c'est vraiment un trou noir. Qu'est-ce que je vous dise maintenant? Allez dire à quelqu'un que ce qu'il pense n'est pas possible. Vu ce qu'ils ont fait, je peux plus. Faustine, vous voulez rajouter Oui, avec plaisir. Non, en fait, moi, ma question, c'est ça à vous tous et toutes là. Ça va faire quoi en fait si là demain on vous dit, ou maintenant ou hier on vous a dit, ok, il y a de la vie ailleurs que sur Terre. Finalement, qu'est-ce que ça évoque en vous, au plus profond de vous? Après, pour ce qui est du programme SETI, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que toutes les décisions qui ont été prises de recherche scientifique, c'est baigné dans une matrice culturelle. Oula, c'est compliqué ça. Mais donc il y a un conditionnement. Donc par exemple, on parlait de Carl Sagan quand ils ont envoyé la plaque là pour au cas où dans Voyager. Aujourd'hui, c'est risible.
ils sont craqués total. Ils ont mis, mais c'est pas du tout représentatif de l'humanité. Personne n'est capable de lire cette plaque. Mais à l'époque, c'était pris dans ce conditionnement. Par exemple, le truc que vous avez sûrement tous entendu parler, ils ont pas de poils parce que les poils c'est sale, ça fait sexuel. Vous voyez, c'est des choses aujourd'hui, ça va pas quoi. Et c'était une époque. C'était une époque, et c'est pareil aujourd'hui. Et comme l'a très bien dit David, on est imprégné de cette culture occidentale, judéo-chrétienne, etc. On a tous ces biais. Et moi, ce que je trouve plutôt intéressant, c'est là, on est toujours vers l'extérieur, vers le progrès, vers l'évasion, ce truc-là. Et puis, en fait, est-ce que ça vous fascine pas tout autant que je vous raconte des trucs super cool sur les poissons et comment ils ont évolué et c'est trop bien, quoi. On peut se laisser fasciner partout. On rappelle que Carl Sagan, c'est lui qui disait The Pale Blue Dot et voilà, ce petit point bleu minuscule que nous sommes dans l'univers. Et je veux pas réduire tout ça, évidemment. C'est hyper important de faire tout ça en même temps. Mais nous, aujourd'hui, on en est à ce stade. On a accès à toutes ces informations, on a accès à toutes ces réflexions, et on continue d'avancer en fait. Ça, c'est un autre débat, malheureusement, d'autres questions. Est-ce qu'on arrivait bientôt à la fin de cette table ronde? Est-ce qu'il y a une petite question, une grande question urgente? Ou est-ce qu'on médite la question que vous nous avez laissée, Faustine? On va méditer cette question, parce que de toute façon, tout ça nous renvoie à nous-mêmes. Vos miroirs, l'immensité de l'univers, les étoiles dans notre cerveau, puis la danse. On va danser, faire du mouvement. On va aller danser. Moi, je pense que c'est le mieux. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre écoute. Notre table ronde touche à sa fin, donc un grand merci à vous trois. David Elbaz, on peut lire les 10 000 et une nuits de l'univers, la danse du cosmos aux éditions Odile Jacob. On vous retrouve aussi dans de superbes conférences sur le web. Elsa Huby, Faustine Cantaloupe, merci beaucoup pour votre présence. Bon courage pour les futurs instruments. Et puis, on va suivre aussi le Space Bus France, qui fait parfois découvrir l'astronomie partout, et notamment au sud. Je vous renvoie aussi sur mes émissions sur RFI, elle s'appelle Autour de la question. J'ai reçu David Elbaz, on a travaillé sur le Togo sous les étoiles, et puis avec plaisir de vous recevoir. On est ravis d'avoir des astrophysiciennes qui soient au top à ce point-là. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine, si vous le voulez bien. C'est la dernière table ronde de la saison en 2025 pour une nouvelle saison de débat au cœur de la science. On y réfléchit ensemble, on vous dit rien encore, mais merci à toutes les équipes scientifiques, techniques de la BNF. Bon vent à vous tous et toutes, et vous nous avez ouvert l'esprit, donc je propose qu'on se le garde bien libre, bien ouvert, bien curieux de tout ce qui nous entoure. Merci à vous. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.